C'est l'heure de retrouver nos invités dans le grand débat sur la French Radio. Bonjour à tous, on est en direct, on est sur la French Radio, bienvenue. Je sais que vous êtes nombreux à attendre aujourd'hui le thème que l'on va aborder. Bienvenue aussi sur BJuicy Live pour tous ceux qui nous regardent. Donc la nouvelle plateforme de live en direct, et donc je le rappelle, en direct sur la première radio francophone pour les Français résidant à l'étranger. Alors on va parler aujourd'hui d'un sujet qui fait parler de lui depuis un certain temps. Ce sujet, c'est les influenceurs. Avec plus de 150 000 influenceurs recensés en France, eh bien il est temps de se pencher sur cette nouvelle activité. Dernièrement, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression et des fraudes, donc la DGCCRF, a publié ses constats sur la soixantaine d'influenceurs qu'elle a ciblés depuis 2021. Eh bien, les résultats sont alarmants, sachant que 6 sur 10 ne respectaient pas la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs. Donc, la DGCCRF a engagé plusieurs procédures. On va en revenir. Parmi les affaires les plus médiatisées, on retrouve le couple d'influenceurs Marc et Nadé Blata, qui réside à Dubaï. Dubaï, on va en parler tout à l'heure. On aura d'ailleurs une personne qui interviendra directement de Dubaï et qui fait partie des Français de l'étranger. Donc, il nous donnera un petit peu le point de vue aujourd'hui sur place. Alors, c'est pour ça qu'en association avec la plateforme BJuicy.live, on a décidé d'organiser un débat sur le thème « Faut-il réguler les influenceurs ?» Pour en parler, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs invités prestigieux pour discuter de la régulation de l'influence numérique. En premier, je tiens à le remercier, Stéphane Vogetta, député et rapporteur du projet de loi avec Arthur Delaporte, que l'on appelle déjà la loi Vogetta-Delaporte, qui passera en séance publique fin mars au Parlement. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Stéphane Martin, qui est directeur général de l'ARPP, et Mohamed Mansouri, qui est directeur délégué de l'ARPP. Alors, l'ARPP, tout à l'heure, Jean-Guillaume a évoqué un petit peu le nom, c'est l'ex-BVP, donc c'est l'organisme de régulation professionnelle de la publicité en France. Nous aurons aussi comme intervenant, nous l'attendons, elle ne s'est pas encore connectée, Magali Berda, créatrice de Shona Evans et fondatrice connue bien entendu comme la papesse des influenceurs, qui vient de créer hier le FICC, c'est la Fédération des influenceurs et des créateurs de contenu, en proposant parmi ses propositions une formation continue obligatoire pour les membres afin de les sensibiliser aux pratiques de leur métier et les accompagner dans la maîtrise de la réglementation. On lui posera bien entendu la question. Nous aurons aussi Jean-Baptiste Boisseau de Signal Arnaque, Koumbasso de Stop Arnaque, Hervé Serrol, je l'ai évoqué tout à l'heure, qui est élu conseiller consulaire des Français de l'étranger à Dubaï. Dubaï, grand lieu de résidence de nombreux influenceurs. Antoine Blanchis, qui est président de la French Tech Lisbonne. Et nous avons aussi la chance d'avoir parmi nous deux influenceurs connus, très connus pour ne pas dire, Julie Douarin, qui est première influenceuse de l'immobilier au monde, avec plus d'1 million de followers sur Instagram, et Kevin Meyer, sportif de haut niveau et youtubeur, qui lui aussi a plus d'1 million de vues. Alors, nous aurons aussi une jeune étudiante en Global Marketing International qui va nous apporter son éclairage, car elle suit à la fois les influenceurs français et étrangers, car elle réside à l'étranger. Et les comportements ne sont pas les mêmes. Il s'agit de Summer Mouillet, donc elle nous donnera tout à l'heure un petit peu un focus là-dessus. Nous aurons Gérard Leneveu, qui est courtier en assurance. Et puis, nous regrettons un petit peu la non-présence de l'UMIC, qui n'a pas souhaité participer, donc Karine Fernandez, qui a décliné notre invitation. Juste pour expliquer comment les choses vont se passer, si vous êtes connecté sur la plateforme BJuicy.live, nous proposerons un sondage. Êtes-vous pour ou contre une nouvelle loi visant à réguler l'influence numérique? Tous les participants pourront voter et on pourra même par la suite faire à la fin de l'émission un autre sondage pour voir évidemment si il y a eu une évolution et donc en tirer les enseignements. Et pour m'accompagner dans cette mission, mon complice à la radio, Jean-Guillaume Dufour, qui co-animera avec moi ce débat. Nous sommes en audio, on est en direct, on est sur French Radio. Et pour ceux qui veulent voir et entendre et participer en live avec nos invités, c'est sur BJuicy.live. Juste dernier rappel, et j'en aurai terminé, nous allons poser des questions à nos invités pour comprendre les règles actuelles en matière de publicité et les changements notoires que la nouvelle loi va apporter. Et donc, les règles principales pour ceux qui veulent parler, le mieux, c'est de pouvoir lever la main et on pourra vous donner la parole, étant donné que le but est évidemment d'enrichir
le débat. Avant de donner la parole à Stéphane Vogetta, qui, je rappelle, est notre député, ma première question est à Stéphane Martin, directeur général de la RPP, ou Mohamed Mansouri. Bonjour, messieurs, vous représentez la RPP. Moi, j'aimerais bien que vous me fassiez un petit peu, que vous nous donniez un petit peu quelles sont les règles actuelles en matière de publicité et sont-elles applicables pour les influenceurs qui, on le rappelle, c'est une toute nouvelle activité. Bonjour à tous. Merci de cette opportunité de partage du cadre légal. Alors, un bref rappel de ce dernier. Alors, les communications commerciales en France sont déjà, il faut l'avoir en tête, largement encadrées. Donc, le marketing d'influence. Donc, les créateurs de contenu qui émettent des communications commerciales doivent d'abord respecter une première règle. Je pense que je commencerai par celle-ci, qui est celle de la transparence, le fait de révéler l'intention commerciale aux audiences. C'est ne pas le faire, c'est une pratique commerciale trompeuse qui est punie par le droit pénal, qui est punie par une sanction qui peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Ça, c'est l'identification, mais qui est un vieux principe qui existait dans le droit de la publicité toujours. D'ailleurs, c'est celui de l'identification du caractère publicitaire qu'on avait déjà pour le digital, et ce depuis 2004 dans la loi pour la confiance en l'économie numérique, mais aussi qu'on avait pour la presse et les autres médias dits plus traditionnels. Ça, c'est la règle de base. Bien sûr, ce n'est pas la seule. Il y a d'autres règles transversales, comme des règles en lien avec la protection des mineurs qui a été récemment renforcée par la loi Studer en 2020, qui vient apporter un cadre au statut de l'enfant influenceur. Il y a aussi des règles en lien avec la représentation des enfants dans les communications commerciales, au même titre que dans la publicité, avec cette obligation de passer par une agence de mannequin agréée, un contrat de travail, une visite médicale et tout ça. Donc ça, c'est un cadre historique très, très ancien. C'est le statut de l'enfant mannequin. On a des règles aussi transversales en lien avec, je ne vais pas te les citer, l'objectif ici, c'est pas de donner un cours de droit, mais en lien avec la lutte contre, par exemple, le greenwashing. C'est devenu un délit, le délit de greenwashing, qui est visé maintenant depuis la loi climat et résilience, qui est visée dans le code de la consommation. Donc on a des règles transversales, mais on a aussi des règles plus sectorielles qui vont viser des secteurs bien définis, comme par exemple bien l'alcool. L'alcool est un secteur extrêmement réglementé en France depuis la loi Evin, depuis 1991, où eh bien, toute communication commerciale eh bien, ne peut porter que sur une série d'indications autorisées, l'origine du produit, les modalités de consommation, des choses très neutres, le mode de production, les qualités organoleptiques d'un produit, et avec un message de modération, donc que vous connaissez tous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, etc. Donc l'alcool, les produits financiers aussi sont strictement réglementés, les jeux d'argent, les produits cosmétiques, il y a une définition légale des produits cosmétiques, on ne peut pas avoir d'allégation santé, et en parlant de santé, il y a la santé en tant que telle, qui est un secteur extrêmement réglementé, puisqu'on a un code dans notre général, dans le code de la santé publique, et on ne peut pas pratiquer la santé comme un commerce. Donc, loin s'en faut, ce n'est pas une zone de non-droit, en dépit des croyances, ce n'est pas non plus le Far West. Il y a un cadre qui gagnerait à être sans doute davantage appliqué, mais ce cadre existe, et à l'ARPP, nous, on part du principe aussi, une de nos missions qui nous est confiée par nos mandants, c'est de faire la pédagogie de ce cadre, qui soit mieux connu par tous les acteurs de la chaîne de valeur, donc les marques, les agences, les médias, mais aussi ce nouveau métier, celui des créateurs de contenu, la creator economy, qui est jeune, qui croît vite, et comme tout secteur qui croît vite, eh bien, il a besoin de se structurer. Cette structuration du marché se fait aussi par la pédagogie du cadre existant. Donc voilà, dans les grandes lignes, ce cadre. Ce cadre, il est complété par des règles déontologiques. On a parlé des règles de droit dur. Il y a des règles de droit souple qui sont adoptées au sein de la RPP, et ce depuis l'origine, depuis 1935, date de création de l'Office de contrôle des annonces à l'époque, pour lutter contre les annonces fallacieuses dans la presse. Et donc, ce cadre déontologique est porté par la profession réunie à l'ARPE, et on va retrouver des dispositions sur l'image et le respect de la personne humaine, la lutte contre les stéréotypes sexistes, contre la violence, la protection des mineurs aussi. Et il y a aussi une règle déontologique sur les règles de transparence et de loyauté applicables au marketing d'influence. Donc, il y a un cadre à la fois caractérisé par des règles de droit dur et des règles de droit souple. Très bien, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, Jean-Guillaume. Pardon, juste une petite question encore à la RPP. Ces règles, c'est vous qui êtes chargé de les faire appliquer? Alors, ça va dépendre. Les règles déontologiques. Ou vous avez un rôle a priori et pas a posteriori? Alors, il y a les deux.
Alors pour les règles déontologiques qui sont adoptées à l'ARP, il y a d'abord un travail de prévention, de conseil. L'ARP a rendu près de 26 000 conseils l'an dernier, à peu près 800 entreprises adhérentes que sont les marques, les agences, les médias. Donc ça, c'est de l'accompagnement. Il y a beaucoup de séances d'accompagnement des acteurs et de plus en plus des créateurs de contenu qui ont l'occasion depuis maintenant quelques mois de passer un certificat, le certificat de l'influence responsable, et de se former à ce cadre pour mieux protéger leurs audiences, mais aussi se différencier auprès des marques qui ont à cœur de ne coopérer qu'avec des influenceurs qui ont une maîtrise de ce socle. Et après diffusion, on a aussi, parce que vous en doutez, et je pense que c'est un peu ce qui est sous-jacent à votre question, c'est que toutes ces règles ne vaudraient rien si on ne se donnait pas les moyens de les faire respecter. Et pour les faire respecter, il y a plusieurs moyens. Donc il y a des observatoires qu'on va mener, il y a du contrôle qu'on va faire, de l'intervention directement auprès des acteurs qui n'auraient pas respecté ces règles. Et le bout du bout, la sanction ultime, c'est un jury de déontologie publicitaire qui est indépendant, qui aujourd'hui s'avère qu'il est présidé par 2 magistrats du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Ce sont des personnalités issues de la société civile, ce ne sont pas des salariés de la RPP. Et ils vont examiner les plaintes des consommateurs. Et la sanction, c'est celle du name and shame. Il y aura donc une publication d'une décision par ce jury qui est une atteinte réputationnelle, mais aussi économique finalement, puisque lorsque le président du jury demande le retrait d'une campagne, ce qui est effectif, ça a un impact aussi économique et pas uniquement réputationnel. Donc voilà, dispositif, accompagnement, prévention, mais aussi respect des règles via ces outils que sont le jury, les interventions, les outils de monitoring que nous avons et pour lesquels on s'adosse de plus en plus à des technologies avancées. C'est le cas du marketing d'influence, puisqu'on a des algos qui nous font monter Ouais. par an 40 000 contenus d'influenceurs. 40 000 Donc vous protégez la loi, entre guillemets. Mais la personne qui serait victime d'un influenceur indélicat n'a aucun contact avec vous. Elle à elle de saisir le juge, le cas échéant. Alors là, on est plutôt, alors si on est dans le domaine des pratiques commerciales trompeuses, c'est plutôt le domaine de la répression des fraudes que vous citiez en introduction, la DGCCRF, qui pour le coup a un pouvoir, elle, de sanction et peut justement sanctionner le non-respect, enfin les pratiques commerciales déloyales, trompeuses. Donc ça, c'est plutôt du domaine nous, on n'est pas sur du pénal, si vous voulez, on est sur du préventif, on est sur de la déontologie, mais chaque autorité garde sa compétence, voilà. Ma question sous-jacente, je suis victime d'un influenceur indélicat, d'une arnaque, d'une publicité trompeuse, que sais-je. C'est pas vous qu'il faut aller voir. Alors, ça dépend, justement. Si on a un problème de transparence, si on a un problème de loyauté, vous pouvez saisir le jury de déontologie publicitaire. La sanction, ce sera une mise au pilori, une atteinte réputationnelle, le name and shame, couvrir de honte, littéralement. Donc, ça, c'est la sanction. Mais sur les règles déonto, là, on a trouvé une base déontologique. Sur les règles de droit pénal, là, pour le coup, il faut se tourner vers les autorités. Ok. Non, mais c'était juste pour clarifier pour aller jusqu'au bout de la réglementation et de la sanction qui doit être toujours au bout de ça pour être efficace, effectivement. Merci beaucoup. On voit qu'on a un cadre bien défini. La deuxième question qui me vient à l'esprit, elle est peut-être directement pour Stéphane Vogetta. Stéphane Vogetta, est-ce que ça vaut vraiment la peine de refaire une loi? Ou est-ce qu'on a ce qu'il faut? Bon, bonjour, merci Jean-Guillaume pour la question. Bonjour à Thierry, à tous les auditeurs de la French Radio et à tous ceux qui nous suivent sur la plateforme BitJuicy. D'abord, vous dire que je suis ravi et que je vous remercie de l'invitation et de l'opportunité de pouvoir débattre de ce projet de loi, de cette proposition de loi avec les acteurs et les parties prenantes du secteur de la publicité, en particulier la publicité en ligne et de l'influence, et surtout l'occasion d'expliquer un processus de construction de la loi qui est en cours. D'ailleurs, là, je vous rejoins après une journée entière de réunions avec mon collègue Arthur Delaporte et avec de nombreux représentants de députés qui continuent à nourrir le texte à nos côtés. Demain matin, on aura une réunion, Arthur Delaporte et moi, avec Bruno Le Maire, qui lui aussi va nous anticiper les premières mesures que Bercy a en tête suite aux conclusions des divers processus de consultation que Bercy a pu mener auprès des parties prenantes du secteur et auprès de la population au sens large. Et ainsi, donc, on est vraiment au cœur d'un processus de co-construction, d'un texte qui, je vous le confirme, je te le confirme, je vous le confirme, Jean-Guillaume, un texte qui est important et qui est nécessaire. Non pas
que la régulation n'existe pas, non pas que la publicité soit mal régulée en France. Au contraire, les lois existent, les lois sont claires, sont bien rédigées, mais force est de reconnaître que le monde a évolué et que de plus en plus la publicité, la promotion publicitaire se déplace sur Internet et se déplace de plus en plus vers le monde de l'influence numérique, en particulier de l'influence commerciale. Et ce que nous voulons faire à travers ce texte, n'est pas réinventer la roue, réécrire des textes qui existent déjà. Notre objectif, c'est de rappeler, de clarifier et éventuellement de compléter la loi là où c'est nécessaire, pour la mettre à jour face à des pratiques et à des technologies qui évoluent à grande vitesse. Donc, les règles du jeu doivent évoluer avec l'évolution technologique et l'apparition de nouvelles plateformes, et c'est ce que nous voulons faire. Nous allons notamment répondre à une attente populaire, les attentes populaires qui ont été exprimées notamment à travers de la consultation citoyenne que Bercy a menée à bien et qui a reçu des dizaines de milliers de réponses. Nous allons notamment répondre à une attente populaire en fixant un axe d'interdiction et de sanction vis-à-vis de certaines pratiques. Et cet axe de sanction et d'interdiction aura, dans certains cas, pour objectif de rappeler et de placer au même endroit dans la législation française l'ensemble des règles qui s'appliquent au type de la promotion commerciale et à travers l'influence, et dans un second cas, d'étendre ces interdictions. Par exemple, Mohamed nous a fait référence à la promotion de boissons alcoolisées. On connaît tous la loi E20. La loi E20, c'est entrée dans la législation française il y a plusieurs dizaines d'années. C'est quelque chose qui fonctionne, qui est accepté et qui fonctionne bien dans le cadre de la publicité sur télévision, radio ou dans la presse. Par contre, on voit trop régulièrement de la part d'influenceurs des contenus promotionnels qui promeuvent des boissons alcoolisées et à l'évidence au mépris de la loi E20. Alors, est-ce une ignorance ou est-ce une volonté d'infraction? Peu importe, le but du jeu ici, c'est de nous assurer que plus personne ne puisse argumenter d'une ignorance de la loi. Parce que la loi E20, mais si elle a pas fait diminuer la consommation d'alcool, elle a servi à rien. C'est difficile de regarder les choses rétroactivement. La chose que nous, on veut faire avec la loi E20, par exemple, et c'est un très bon exemple, c'est s'assurer que la loi E20 et les restrictions et les règles du jeu qu'elle impose s'appliquent au monde de l'influence commerciale numérique de la même manière qu'elle s'applique dans la vie réelle. Sur la loi E20, notre objectif, c'est que toute la loi E20, bien que la loi E20 s'applique au monde de l'influence, nous n'avons pas un objectif moralisateur, nous n'avons pas un objectif de censure ou de prohibition à travers ce texte. Simplement, nous voulons nous assurer que l'influence numérique ne soit pas sujette particulièrement à des stratégies de déviation ou de contournement de la loi par certaines marques qui trouvent qu'il est possible sur les réseaux sociaux et en particulier à travers le biais de l'influence numérique d'éviter ou d'échapper aux règles qui régissent ce qui doit se faire sur le marché français. Donc ça, c'est notre premier objectif. Après, il y a d'autres sujets sur lesquels on va se permettre d'aller un peu plus loin que le régime législatif actuel, et on va se permettre d'étendre certaines interdictions. Et ainsi, notamment, sur tout ce qui a trait à la publicité d'investissement en ligne, de jeux en ligne, de casinos en ligne, de jeux d'argent, on va, bien sûr, en se limitant strictement à la définition de l'influence et des influenceurs commerciaux, de l'influence commerciale, donc l'influence qui promeut un produit ou un service avec en contrepartie une compensation économique, monétaire ou en nature, et bien là, par exemple, on va aller plus loin que ce qui s'impose au monde réel et on va demander une interdiction pure et simple de la promotion d'investissement à risque ou d'achat, par exemple, de Bitcoin de la part d'influenceurs qui seraient rémunérés par des fournisseurs ou des producteurs ou des plateformes qui intermédient l'achat ou l'investissement dans de tels produits. Justement, pour reprendre Stéphane Vegeta par rapport à ce que vous venez d'évoquer, si on parle justement d'influenceurs et qu'on parle de crypto, imaginons que ces mêmes personnes aujourd'hui le fassent de l'étranger. Comment va-t-on pouvoir réguler ?
le code de la consommation est très clair et nous allons, là encore, nous-mêmes répéter ce que dit et confirmer ce que dit le code de la consommation. À partir du moment où un influenceur ou créateur de contenu s'adresse en français à son audience et afin de promouvoir des produits ou des services qui sont disponibles à l'achat en France, eh bien, ces communications tombent sous le coup de la loi française, en particulier du Code de la consommation, et tomberont également sous le coup de ce texte de loi qui sera voté à la fin du mois. Nous allons par ailleurs imposer à tous les influenceurs qui exercent de l'influence commerciale l'obligation de la mise en place d'un contrat écrit, soit avec leur agence, soit avec l'annonceur au nom duquel ils travaillent et ils mettent en place ces contenus. Et à l'intérieur et au sein de ces contrats, nous imposerons l'obligation de la mention de l'application du droit français à ce contrat et à cette activité promotionnelle. Et cela où que réside et d'où qu'émette l'influenceur en question. D'accord. Ce qui est difficile, c'est de faire appliquer les éventuelles sanctions. Alors effectivement, après, on est dans l'ordre de l'extraterritorialité. En ce qui concerne la responsabilité pénale, on ne peut pas la déléguer ni la partager. Et effectivement, on est soumis aux conventions qui existent entre les pays, et notamment les règles d'extradition, puisque c'est de cela qu'on parle. Sur la responsabilité civile, en revanche, ce que l'on va tenter de faire et de s'assurer est que la responsabilité est adéquatement partagée entre l'influenceur et son agence et ou son annonceur, et nous pensons également à imposer aux influenceurs qui agiraient, qui émettraient depuis l'extérieur de l'Union européenne, leur exiger une représentation légale au sein de l'Union européenne, voire même, c'est en débat, mais c'est un sujet sur lequel on a envie de se pencher, l'obligation de la mise en place d'une assurance, d'une police d'assurance de responsabilité civile qui permettrait, le cas échéant, de rembourser ou de compenser les victimes de certaines publications problématiques, délictueuses ou qui relèvent de l'arnaque. Alors, j'ai une personne qui demande la parole, donc je vais lui passer tout de suite, c'est Galigal. C'est Antoine Blanchis, en fin de compte. Voilà, je me suis inscrit un peu sur la plateforme, effectivement, BitJuicy. Je remercie beaucoup. Merci, monsieur le député, de venir débattre en public de ce point. Et donc, voilà, Antoine Blanchis, je suis président de la French Tech Lisbonne. Donc, je suis surtout intéressé par la question, effectivement, de la liberté économique, de la liberté d'innovation aussi, parce que avec ici deux, trois questions, qui est justement du bon équilibre entre la répression quand il s'agit vraiment de pratiques frauduleuses, en fin de compte, et puis l'information, la pédagogie pour justement auprès des influenceurs avoir une forme de régulation du marché. Ça, c'est ma première question, en fin de compte, et vraiment de la part de monsieur le député, savoir justement comment vous allez placer ce curseur entre pédagogie et sanctions. Alors, excellente question. Alors, tout d'abord, un rappel. Notre loi, et vraiment, on s'efforce dans la rédaction que l'on est en train d'affiner ces jours-ci, on s'efforce de s'assurer que notre loi s'applique uniquement au périmètre de l'influence commerciale que j'ai défini au préalable, à savoir ces activités promotionnelles réalisées en contrepartie d'une compensation économique. D'accord ? Et dans ce sens-là, nous ne voulons en aucun cas limiter la liberté d'expression en général et en particulier. Et par exemple, si on a parlé, on a utilisé l'exemple du Bitcoin il y a quelques instants, si dans l'état actuel des choses, notre intention est d'interdire la promotion d'un cryptoactif spécifique par un influenceur, en revanche, en aucun cas, nous ne voulons mettre de barrières ou limiter la capacité d'influenceurs ou de créateurs de contenu de s'exprimer sur ce même cryptoactif, de le comparer à d'autres, de parler en général du Web3, des technologies décentralisatrices, de la blockchain. Tout au contraire, ce que nous voulons, au contraire, c'est éliminer les éléments qui créent une incitation à aller vers une influence
on va dire, bassement commerciale, au détriment d'une influence plus éducative et peut-être plus innovante. Donc, dans ce sens-là, on va réguler. En même temps, c'est notre biais, on va législer, c'est notre biais de législateur, mais on va législer non pas pour restreindre la liberté d'expression, mais effectivement pour, in fine, mettre en place des mécanismes d'incitation qui permettront à l'influence de récupérer son image de marque, de cesser d'être contaminée par les quelques brebis galeuses que Thierry Burtin a évoquées en début d'émission, et ainsi pouvoir reprendre tout le lustre qu'elle mérite, car l'influence numérique, comme vous le savez, est devenue un acteur significatif, déterminant et légitime des stratégies marketing et de communication des entreprises, petites et grandes. Donc il va falloir supprimer le métier d'influenceur. Il y aura d'un côté des commerçants, de l'autre côté des chroniqueurs. Influenceur, par nature, c'est un peu, comment dirais-je, c'est un peu ambigu comme statut. On sait jamais quand un influenceur parle sous l'effet d'une rémunération ou quand il parle juste pour exprimer un avis ou une opinion ou un conseil. Là, on le saura. Ce sera obligatoire et ce sera, pour le coup, et c'est le but aussi du jeu poursuivi par ce texte, ce sera quelque chose qui sera transparent. Donc, on va essayer de s'assurer que les règles de transparence sont respectées et que une fois que le caractère d'influence commerciale de la publication ou du contenu est déterminé, eh bien, tout le monde soit conscient des règles. Et quand je dis tout le monde, c'est non seulement l'influenceur, les consommateurs, en tout cas son audience, mais aussi l'annonceur et l'agence, et j'allais dire, et surtout, les plateformes, les réseaux sociaux. S'assurer que les réseaux sociaux, eux, mettent tout en œuvre pour faire en sorte que des règles qui maintenant seront explicites, transparentes et très claires soient respectées. Et ça sera notamment aux réseaux sociaux, notamment dans le cadre de l'application du Digital Services Act, donc cette loi qui a été votée par Bruxelles et qui va être appliquée à la France dans les mois qui viennent, notamment que grâce aux applications du Digital Services Act, les réseaux sociaux puissent être en mesure de sanctionner plus rapidement et plus efficacement les publications qui contreviennent aux règles en vigueur en France. Est-ce que il y a une petite responsabilité des réseaux sociaux qui serait prévue dans cette loi? Parce que si on sanctionne pas le média, à mon avis, lui, il veut faire du flux, donc le reste, écoutez, il va pouvoir. Le DSA, donc que nous allons dans une grande mesure répliquer pour appliquer spécifiquement au monde de l'influence, prévoit des sanctions pour les réseaux sociaux qui ne respecteraient pas ces règles de mise à disposition de public d'outils de signalement efficaces et utiles, de réaction dans un délai raisonnable en termes de réaction face au contenu problématique, donc réaction en termes soit de blocage du contenu, voire même de fermeture de compte, et également de coopération avec les autorités européennes et françaises. Et donc, on en parle sur Facebook sinon des influenceurs qui racontent n'importe quoi. Voilà. Et ben, Facebook, grâce à ce texte, saura la question, est-ce que Facebook pourrait être pénalisé financièrement? Oui, la réponse est oui. Avec des amendes qui peuvent être parfois très conséquentes. Oui, il faut que ça soit conséquent, sinon ils ne s'en rendent pas compte, Facebook. Là, en l'occurrence, c'est pas la loi Vogetta de la Porte. Là, c'est le DSA, c'est Bruxelles qui a fait le grand bond en avant il y a quelques mois de faire voter ce DSA. Et nous allons simplement nous assurer que le DSA va être appliqué le plus vite possible et dans son intégralité, de manière la plus efficace possible, au monde de l'influence commerciale. Oui, juste une question pour moi, c'est quand même la question de la compétitivité de l'Europe par rapport notamment aux États-Unis. Donc, les États-Unis occupent une place prépondérante par leur capacité de communiquer, de créer des modèles innovants, etc. Donc, une des questions qui peut se poser, c'est justement si on ne laissera pas, pour plein de raisons, la liberté à des influenceurs américains d'influencer, on va dire, avec une moindre concurrence sur le terrain européen. Donc, en quelque sorte, il y a une discrimination par la loi qui est problématique, puisque si c'est un contenu en français fait par un Français qui habite en France, la règle, ou en Europe, la règle est une. En revanche, si cette combinaison fait que
il se trouve beaucoup plus loin, à Madagascar ou même aux États-Unis, ils puissent disposer d'une liberté complètement différente. Bah, je vous l'ai dit avant, merci Antoine pour la question. Comme je l'ai dit avant, ce n'est pas l'emplacement duquel l'influenceur exerce son activité de promotion qui compte, c'est la loi qui s'applique auprès de son audience. Et en l'occurrence, si l'audience est française et si le produit ou le service est disponible en France, c'est la loi française qui s'appliquera. Ensuite, dans la série de limitations ou d'interdictions que nous allons rappeler, confirmer, voire même amplifier, on est en l'occurrence sur des interdictions qui sont assez raisonnables, que je trouve même souvent très raisonnables. Interdiction de publicité, de promotion d'actes chirurgicaux, d'actes à visée esthétique, interdiction de promotion de produits médicamenteux, interdiction donc de conseils pour des investissements à risque. Alors effectivement, on va en théorie, si cela se confirme et si le texte est voté en sa forme actuelle, on va interdire le fait qu'un influenceur puisse en français s'adresser à un public français et lui dire achetez de l'Ethereum, vous allez gagner des milliards d'euros. Est-ce que cela va enlever aux entreprises technologiques françaises qui veulent travailler sur Ethereum et sur le blockchain la capacité de se développer? Moi, je ne crois pas. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, on va être plutôt vertueux dans le sens où on va permettre à ces technologies de pouvoir se recentrer sur leur vocation première, qui est de créer une utilité publique, une utilité réelle pour un marché, plutôt que simplement permettre que de nouveaux casinos virtuels se mettent en place. Donc vraiment, quand vous verrez l'étendue des interdictions qui seront contenues dans le chapitre 1, vous verrez que je ne pense pas qu'il y ait grand-chose qui puisse nuire à la compétitivité relative de l'industrie ou des entreprises technologiques françaises. On a Magali Berda qui est avec nous, qui vient de nous rejoindre, qui vient d'ailleurs, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, de créer une fédération. Est-ce qu'il y a du poids économique des influenceurs, quel chiffre d'affaires génèrent leur activité? Est-ce qu'on a une quelconque image de ça? Alors, non, parce que moi, j'ai l'image forcément de notre société à nous, mais après, je ne sais pas ce que font les autres, mais je sais que c'est porteur d'énormément d'économies. Il y a déjà les cachets des influenceurs, mais il y a toute l'économie que ça dégage derrière pour les sites ou les marques avec qui les influenceurs peuvent collaborer. Ça génère énormément d'argent. Donc, je ne sais même pas si c'est vraiment quantifiable, en fait. Je pense qu'on ne peut pas le quantifier. Alors, Magali, justement, vous, alors tout à l'heure, donc évidemment, notre député Stéphane Vogetta qui est avec nous en direct et qu'on a en direct sur la French Radio aussi, on le rappelle, parlait évidemment des mesures, un petit peu du projet de loi. Vous, aujourd'hui, ou en tout cas hier, vous avez annoncé la création de votre fédération, la FIC, FICC. Oui. Justement, si vous pouvez nous en dire quelques mots, parce que ça tombe quelque part, ça tombe bien en fait. Oui, en fait, moi, j'avais déjà parlé par message écrit. J'avais envoyé un message à Bruno Le Maire en 2021 où je lui avais soumis l'idée de faire une association interprofessionnelle, enfin vraiment de créer une fédération. Bon, après, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, donc j'ai mis en suspens un petit peu tout ce que j'étais en train de faire. Mais aujourd'hui, je pense qu'à un moment donné, il faut que j'avance aussi et que je reprenne là où j'en étais. Donc, j'ai créé cette fédération et je vais reprendre là où je m'en suis arrêtée, on va dire, il y a 1 an, presque. Jean-Baptiste Boisseau voulait s'exprimer. Oui, bonsoir. Donc, moi, je suis Jean-Baptiste Boisseau. On reviendra tout à l'heure sur Magali une fois que la Oui. Je représente une plateforme qui s'appelle Signal Arnaque, qui est une plateforme communautaire qui permet aux gens de se prévenir les uns les autres quand ils détectent des escroqueries en ligne. Et donc, pour nous, les influenceurs, c'est une des sources d'escroqueries en ligne. Alors, c'est pas la seule, et puis évidemment, c'est pas tous les influenceurs, loin de là. Néanmoins, moi, ce qui m'a marqué quand j'ai découvert cet univers, c'est que c'est un univers dans lequel vous avez des gens qui se filment très régulièrement en faisant des escroqueries ou en participant à des pratiques commerciales trompeuses relativement évidentes, et il ne se passe rien ou il ne se passe pas grand-chose. Et je voudrais vous citer 3 exemples qui pour moi sont assez marquants. Le premier, c'est avec Nabila, que justement Madame Berda connaît bien, donc peut-être qu'elle pourrait y réagir. Nabila, fin 2017, en décembre 2017,
Elle fait une publicité pour un site qui promet aux gens qui vont gagner beaucoup d'argent en faisant du trading sur du Bitcoin. À l'issue de cette publicité, elle ne dit pas que c'est une publicité. On ne sait pas bien de quoi il s'agit. Bon, il s'agit en fait d'investissements risqués, où il y a des pertes en capital importantes qui sont possibles. Et évidemment, il n'y a aucune législation relative à la finance et aux investissements à risque qui sont respectés. Et il va falloir 3 ans et demi pour qu'il y ait une sanction. C'est-à-dire qu'on va attendre jusque mi-2021 pour voir une sanction arriver. Et la sanction, ça va être... Pardon, Jean-Baptiste, d'où elle vient la sanction? Qui prend la sanction et sur quelle base? La sanction, donc ça va être la DGCCRF qui va la donner pour pratique commerciale trompeuse. Et donc, ça va être une amende versée, enfin, qui va devoir être versée à l'État par Nabila de 20 000 €. Donc 20 000 €, il faut savoir que Nabila, elle dégage à peu près un chiffre d'affaires mensuel de 300 000 € mensuels. Donc on a du mal à comprendre. Oui. C'est-à-dire que la Nabila en question, il y a des entreprises qui lui versent un chiffre d'affaires de 300 € afin qu'elle vende des produits, des prestations, des choses comme ça, par mois. C'est l'ensemble de ces activités qui génèrent ça. Donc, il n'y a pas que du placement de produits là-dedans. Donc, mais notamment, voilà, le placement de produits fait partie des choses qui contribuent à ces revenus. Et donc, quoi qu'il en soit, ce qui est clair, c'est que c'est absolument pas quelque chose de dissuasif pour elle. Et d'ailleurs, nous, on remarquera que à plusieurs autres reprises, nous, on a remarqué des problèmes sur à peu près une vingtaine d'autres sites depuis celui-là, depuis ce placement de produit très très problématique, donc pour lequel elle a eu une amende. Et pour ces autres, d'ailleurs, il n'y a eu aucune action. Alors, moi, bref. Je veux juste vous donner 2 autres exemples pour vous montrer vraiment la profondeur du problème et qui, malheureusement, n'est pas solutionné par la loi. Et la proposition de loi, aussi bonne soit-elle, je ne vais vraiment pas la critiquer. Alors, je voudrais juste qu'avant qu'on passe aux autres personnes, on a Magali Berda qui est directement là, comme vous l'avez effectivement, si elle peut apporter une réponse peut-être par rapport à ça, si elle souhaite s'exprimer. Et puis, je sais qu'ensuite, je vous repasserai évidemment la parole. Vous, quand on en avait discuté, Jean-Baptiste, vous m'aviez parlé du dropshipping. Donc, j'aimerais bien qu'effectivement, ça puisse être un point que vous puissiez aborder. Et ensuite, je passerai la parole aussi à Julie Doirin, Julie qui souhaite effectivement aussi s'exprimer, qui avait levé la main tout à l'heure. Donc, je m'excuse de ne pas lui avoir encore donné. Magali, on vous écoute. Alors, dites-moi sur quel sujet, pardon, vous étiez, parce que ça a coupé, donc je ne sais pas de quoi vous parliez. L'idée, c'est de nous dire un petit peu comment vous voyez une possible régulation, un nettoyage, on va dire, de cette activité de manière à ce qu'elle puisse perdurer ou d'ailleurs. Bien sûr. Déjà, je tiens à dire que pour moi, le métier d'influenceur est un très beau métier. Déjà qu'il faut créer dans un premier temps. Pardon, je vais remettre la caméra. Oui. Voilà, qu'il faut créer parce qu'on tape sur un métier qui finalement n'existe même pas, il n'y a pas de code APE, enfin bref, c'est pas très clair. Donc la loi, je pense qu'elle doit être aussi importante là-dessus. Ensuite, pour nettoyer ça, il faut former les influenceurs, une formation en continu et non pas une formation de 2 ou 3 heures. Je pense qu'il faut les former vraiment toute l'année. Et ensuite, il faut sanctionner auprès des plateformes. C'est-à-dire que nous, dans la fédération, on est en train de mettre en place un certain nombre d'avertissements, on va dire. Et puis, au bout d'un certain nombre, alors on est encore en train de l'écrire, on communiquera là-dessus très prochainement, eh bien, on va signaler aux plateformes les... On a de nouveau un petit problème de connexion avec Magali. Donc, je vais reprendre mes 2 autres exemples. Donc, après Nabila, qui était effectivement un exemple remarquable, moi, je voudrais aussi vous parler d'un autre influenceur qui ne vient pas du monde de la télé-réalité, celui-là qui s'appelle Ryan PSN. Ryan PSN, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître en volant du matériel
dans des camions d'intervention des pompiers, en commettant aussi toutes sortes de méfaits, en se battant, en volant, en allant tirer au bazooka en Syrie, et en générant donc une certaine communauté à travers ça, en faisant aussi des menaces de mort au ministre de l'Éducation, et tout en se filmant. Et donc il s'est fait quand même attraper par la police, cet homme-là. Il est passé en justice, et à chaque fois en justice, il eut des peines relativement symboliques, des travaux d'intérêt généraux, etc. Mais ce que la justice n'a absolument pas remarqué à ce moment-là, c'est que tout ce buzz qu'il a généré, tout ce qu'il disait face à la justice être de l'humour, ça servait à chaque fois à attirer une communauté qu'il monétisait à travers des escroqueries derrière, et notamment à travers des escroqueries de type placement, encore une fois, de produits financiers frauduleux, c'est-à-dire les fameuses arnaques de trading dont on a beaucoup parlé. Vous avez parlé de Marc Blatta, par exemple, tout à l'heure. Effectivement, il a été pas mal connu pour ça. Et donc, là, vous avez quelqu'un qui est passé 2 fois devant la justice, et à aucun moment, il a été sanctionné pour ça. C'est-à-dire que vraiment, il fait des actions qui, à plusieurs titres, sont répréhensibles. On l'attrape et il ne se passe rien. Donc, vous voyez à quel point le problème est profond. Même quand les gens sont attrapés, et c'est très rare, c'est très rare que les gens soient attrapés, les gens se filment en train de faire des actes délictueux. La plupart du temps, on ne les attrape pas. Et quand on les attrape, il ne se passe rien, ou il se passe des choses qui sont complètement symboliques et complètement déconnectées de la réalité, et des revenus qui tirent de leurs méfaits. Donc aujourd'hui, on a un système qui est absolument pas dissuasif vis-à-vis de ces brebis galeuses. Je n'attaque pas tous les influenceurs, mais là, ça montre qu'il y a un grave problème dans le fonctionnement global de notre système judiciaire et de régulation. Magali Berda, vous souhaitiez intervenir justement. Oui, en fait, là où je suis pas totalement d'accord avec vous, c'est que il faut arrêter de faire un peu des procès d'intention. C'est-à-dire que les influenceurs, c'est pas leur site internet. Alors, il y en a, oui, qui ont monté des sites internet, on le sait, etc. On doit répréhender les sites à la base. Il faut arrêter la personne qui arnaque les gens. Nous, ça nous est arrivé, par exemple, de contrôler des sites qui étaient vraiment nickel, c'est-à-dire que les conditions générales étaient nickel, l'objet était légal, tout était carré. Donc, on fait une promotion et puis on se rend compte derrière que le gars, par exemple, il ne livre pas. Donc, on suspend tout de suite, bien sûr, la promotion. Ça peut arriver à tout le monde. Et ça, c'est des choses qu'il faut travailler dans le fond aussi. C'est-à-dire, en fait, malheureusement, Internet, c'est vraiment une zone de non-droit. Donc, mais l'influenceur qui a représenté ce site, lui, c'est pas levé le matin en disant je vais voler l'argent aux gens. C'est pas lui qui a volé l'argent aux gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la personne qui est propriétaire du site Internet. Alors, attention, je parle pas de tout ce qui est illégal. Vous avez raison, mais quand on est un professionnel, on se doit de quand vous êtes épicier, vous ne devez pas vendre des yaourts qui sont périmés toutes les 3 semaines. C'est votre devoir en tant que professionnel. Oui, mais c'est pas de la péremption puisque le site est carré. Le site est légal, il a été vérifié. Donc, il n'y a pas de péremption. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis d'accord avec vous. Quand vous voulez faire une arnaque, vous faites un site nickel. Ça, c'est quand même une preuve un peu légère pour moi. Évidemment que mais est-ce que son numéro d'intermédiaire financier auprès de l'Orias est vrai ou pas vrai? Enfin, je pense qu'il y a. Mais je parle, excusez-moi, un sujet, c'est pas l'Orias, c'est pas pour les sites internet. Non. L'Orias, si vous êtes un intermédiaire financier, si vous faites de la publicité pour un produit financier ou pour un intermédiaire financier, il y a un numéro Orias et vous pouvez le contrôler. Et donc, c'est pour ça notamment que Nabilal s'est fait condamné pour pratique commerciale trompeuse en ayant fait la promotion d'un site qui s'appelait Trader le Bitcoin et qui proposait de justement faire fortune en faisant du trading sur du Bitcoin. Non, et bon, voilà, ce n'était pas autorisé. Le sponsorisé. À la base, c'est ça le motif de la condamnation. Donc, oui, mais ça aurait pu être bien pire. Oui, mais ça a été miraculeusement ça. On va peut-être faire le débat purement là-dessus. Moi, je propose plus qu'on aille plus dans les propositions parce que c'est aussi ce que l'on attend.
aujourd'hui, alors on a un assureur qui est parmi nous. Existe-t-il aujourd'hui, bon, tout à l'heure on a parlé un petit peu du dropshipping, le fait de ne pas livrer la personne, est-ce qu'il y a des solutions justement pour permettre d'assurer ou de garantir en fait l'acheteur, même s'il n'est pas livré, de récupérer éventuellement une partie de son argent ou l'intégralité? Alors, je peux... Bonsoir, et merci de me permettre de prendre la parole. Juste pour me resituer, moi je travaillais pendant longtemps avec le Club des annonceurs, qui est un club qui regroupe 150 grandes marques en France dans le domaine de la communication et du marketing, et en tant qu'administrateur. Et donc j'ai été assez rapidement sensibilisé, notamment dans les démarches RSE, à la responsabilité, à l'engagement des entreprises et des marques vis-à-vis de leurs clients, et notamment autour de ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui dans le domaine de la RSE. Et j'ai orienté une partie de mes activités sur la protection des consommateurs, en essayant de regarder comment on pouvait travailler à mieux protéger le consommateur dans son lien et sa relation avec les marques, et notamment sur cette question du dropshipping. On a à nous développé, vous pourrez toujours aller le visiter, un site qui s'appelle Ma Cyberprotection, et on fait bien d'autres choses, mais sur ce domaine-là qui nous concerne ce soir, on s'est vraiment posé la question de la capacité que l'on pouvait avoir à mieux protéger le consommateur, quelle que soit l'influence qui serait faite pour ce qui concerne la livraison des produits. Et il existe donc aujourd'hui des solutions extrêmement simples et qui peuvent être appliquées soit par les marques, soit par les entreprises, soit par les distributeurs, et qui vont éviter justement que lorsqu'une promotion est faite par un tiers, comme un influenceur, mais pour un distributeur qui se situerait en France, mais un fabricant qui serait à l'étranger, eh bien tout simplement que le consommateur ne soit pas livré, ou qu'il ne soit pas livré dans des bonnes conditions. Et cela vaut pour un bien mobilier, mais cela vaut aussi pour une prestation de service. Et dans tous les cas, en tout cas, on est en mesure aujourd'hui de pouvoir garantir que le consommateur va être protégé, tout simplement parce que si ce bien n'est pas livré ou s'il n'est pas conforme, eh bien, il aura un dédommagement, une prise en charge, un remboursement. Et donc, il y a des conditions qui permettent aujourd'hui de faire en sorte justement que le consommateur, en dernier lieu, ne soit pas la victime de l'ensemble des processus que nous sommes en train d'évoquer maintenant. Alors, ce que vous dites est très important. Moi, je vais rebondir un petit peu sur ce point et en parler directement à Stéphane Vogetta. Stéphane, est-ce qu'il ne serait pas possible, alors je sais pas, mais d'abord, ça donnerait un avantage certain à des sites français. Parce que là, si demain, on demandait que toute personne ait une assurance peut-être sur le dropshipping en livraison, et si évidemment c'est l'imposition que l'on peut avoir en France, il est certain que n'importe quel consommateur serait plus enclin à passer par un site français parce qu'il aurait une forme de garantie que de passer par un site étranger, où là, il se retrouverait devant un monde littéralement inconnu. Oui. Non, c'est là, on revient au problème de l'extraterritorialité et de la difficulté à faire appliquer la loi. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je mentionnais d'ailleurs parmi les solutions qui sont encore à l'étude et qui pourraient finalement atterrir dans le texte, l'obligation éventuelle pour des personnes qui exercent depuis l'étranger, des influenceurs commerciaux qui exercent depuis l'étranger, de souscrire une police d'assurance responsabilité civile qui permettrait d'indemniser les consommateurs en cas de manquement ou de problème grave avec la livraison ou avec le produit même. D'ailleurs, au sein de l'article 1, dans le cadre du dropshipping, ce que nous allons faire également, c'est exiger de la part de l'influenceur ou de son agence ou du fournisseur des produits, de s'assurer de la disponibilité du produit ainsi que de l'existence d'un certificat de conformité aux normes européennes et du fait qu'il ne s'agisse pas d'un produit contrefaisant, à savoir qu'il soit une contrefaçon d'un produit contrefait. Donc, effectivement, c'est quelque chose sur lequel on est en train d'essayer de trouver des solutions qui pourraient finalement être dans la version finale du texte, en reconnaissant que le dropshipping, même si c'est une pratique commerciale traditionnelle, fait trop souvent l'objet de dérives et qui des dérives qui de temps en temps peuvent carrément être considérées comme des arnaques quand clairement on vend aux gens des produits qui ne se correspondent pas à la description qu'on est faite ou alors à des prix qui sont à l'évidence qui révèlent de pratiques commerciales trompeuses. Par rapport à ça, je pense que c'est relativement clair. Jean-Guillaume, est-ce que vous avez un point particulier à évoquer là-dessus? Oui, moi, c'est une question. Je suis très, très vieux.
et moi, je suis il n'y a aucun influenceur qui rentre jusqu'à mon cerveau, puisque je ne fréquente pas les réseaux sociaux ni rien. J'aimerais demander aux personnes qui suivent les influenceurs ce qu'elles en retirent et quel est le degré de confiance et pourquoi y aurait-il un tel degré de confiance face à des influenceurs. On a cité quelques noms là, on n'est quand même pas face à des experts, des intellectuels faisant autorité dans les domaines de la finance. Hein. Qui va acheter des bitcoins parce que Nabila dit qu'il faut acheter des bitcoins. Moi, j'ai du mal à comprendre le et donc notre petite étudiante là pourrait peut-être nous expliquer elle ce qu'elle trouve et les bénéfices qu'elle tire de ces gens-là. Alors bonsoir, je dirais que ce qui peut faire que des gens fassent confiance à des influenceurs, c'est le fait qu'on a l'impression de parler avec des amis, ou en tout cas que les gens qui s'adressent à nous sont des amis et que l'on nous parle comme, pas comme avec le média, comme des adultes, je dirais, réels, qui nous transmettent de l'information, mais plus comme un réel partage, et que c'est de l'ordre du conseil pour nous partager quelque chose qu'ils ont apprécié, même si on sait que l'influenceur a été payé pour nous recommander un produit. Et c'est cette proximité qui, enfin, de mon point de vue, et c'est la proximité c'est une réelle relation que l'on a avec l'influenceur. Moi, une influenceuse que j'apprécie particulièrement, c'est Léna Mafouf. C'est une jeune Française qui fait partie des plus influenceux, qui a, il me semble, 26 ans à peu près. Et il n'y a pas de filtre. Je sais qu'elle est très suivie, et justement parce qu'elle n'a pas de filtre. Elle montre ce qui se passe et elle partage réellement. Et c'est cette proximité avec la personne qui fait qu'il y a une telle confiance, et donc que certaines personnes, malheureusement, vont donner trop de confiance et après tomber dans des panneaux comme des gens l'ont fait à l'époque avec Nabila. Alors, Summer, quand je vous avais eu en ligne pour préparer un petit peu cette émission, vous m'avez parlé un petit peu de l'attitude des influenceurs dans certains autres pays où ils ont tendance un petit peu à apporter un certain nombre de garanties avant même tout lancement de promotion d'un produit. Oui, ce que j'avais mentionné, c'était, je vais utiliser le terme en anglais puisque j'ai plus une influence américaine, donc qui est awareness, qui est que les influenceurs, en tout cas ceux qui, je trouve, sont les plus influents, disent justement qu'il faut faire attention parce que dans le passé, comme des cas comme Nabila, justement montrent qu'il y en a qui sont malhonnêtes. Et donc aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont dans un rapport d'aider les gens et d'être dans le métier d'influenceur pour aider et pour partager des choses, et qui sont dans un rapport de faites attention à ceci, faites attention à ces marques-là, et vérifiez par vous-même, même si on vous montre un produit et qu'on vous dit qu'il est bien, vérifiez par vous-même. Et donc, c'est tout ce processus de awareness et donc de mettre les gens dans un processus de vérifier leurs informations, même si on leur a recommandé un produit. Alors justement, comme on parle de produits, on va parler de produits immobiliers. On va parler d'une influenceuse qui est numéro 1 mondiale, en tout cas c'est la presse française qui l'a citée comme telle. Julie, bonjour. Bonjour à tous, merci de partager ce moment avec moi. Alors c'est la presse américaine, hein, c'est Yahoo Finance US. Alors encore, voilà, encore mieux. Donc moi j'ai une question qui découle de l'immobilier. J'ai préparé aussi cet échange avec plusieurs syndicats chez nous. Avant d'être influenceuse, moi j'étais vice-présidente d'un groupe immobilier américain en France. Ça fait 18 ans que c'est mon métier, l'immobilier, la construction. Et on a tout à l'heure parlé de la crypto. Nous, on a une difficulté sur les produits d'investissement locatif et beaucoup d'arnaques, et notamment de personnes qui ne sont pas issues de nos métiers. Monsieur le député, y a-t-il un article dans la loi que vous souhaitez proposer sur la formation
sur en fait le background intellectuel de la personne qui peut se permettre de proposer ce type de prestation? Alors, il n'y a aucune. Nous, on ne veut surtout pas, je l'ai déjà dit, on ne veut surtout pas restreindre la liberté d'expression. Si une personne a envie de s'exprimer sur l'immobilier et de dire que c'est le meilleur vecteur possible pour s'enrichir, l'immobilier ou le Bitcoin ou l'achat de coquillages dorés, nous n'allons pas restreindre leur capacité à exprimer leur opinion ou des recommandations générales quant à des choix d'investissement, des choix d'acquisition ou des choix de mode de vie. Nous, effectivement, cette loi va simplement s'établir, s'efforcer de clarifier les règles du jeu sur ce qui est l'influence commerciale, à savoir des personnes étant rémunérées par des fournisseurs, des plateformes éventuelles, pour promouvoir très spécifiquement, une plateforme, un produit ou un investissement. En termes de formation, il y a des annonces qui seront faites par Bercy. Il y a, et ça sera fait quelques jours avant le débat d'arriver à l'hémicycle de notre proposition de loi. Et à l'évidence, il y a une volonté de la part de Bercy de promouvoir certains changements à travers la loi, des changements législatifs. Mais il y a aussi une volonté de la part de Bercy de demander au secteur de s'autoréguler et notamment de permettre un meilleur accès à la formation pour les influenceurs, pour s'assurer que les influenceurs puissent mettre en œuvre un modèle d'influence responsable et vertueux. À partir de là, il y aura des annonces qui vont être faites. Ce n'est pas a priori quelque chose qui va rentrer dans le cadre de la loi, sauf si il se trouve que Bercy décide de ne rien faire à ce sujet et que un député prend l'initiative d'amender notre texte et de proposer quelque chose de plus coercitif ou de plus obligatoire à travers la loi, auquel cas le Parlement souverainement pourra le voter. À l'heure actuelle, ce n'est pas dans le texte, mais j'espère comme vous au fur et à mesure que l'influence se répand et devient de plus en plus légitime et inévitable dans les communications interpersonnelles et dans la communication des marques et dans la communication commerciale, j'espère comme vous que les influenceurs et les personnes qui utilisent ce média vont se former et vont s'assurer d'une qualité, d'une montée en niveau de la qualité des personnes qui exercent cette influence et de leur formation. Oui, alors je vous remercie sur cette réponse. Moi, je suis très surprise de découvrir ce soir que les influenceurs autres n'ont pas de RCP, par exemple. Comme je vous le disais, moi, je suis ici du grand groupe immobilier depuis des années et j'ai géré pendant des années des indépendants. Donc, quand j'ai lancé ma structure il y a 2 ans, bien évidemment que tout ce qui est dit, en tout cas sur les différentes plateformes, donc la plus connue, c'est Instagram. Je suis également sur Beryl, je suis sur d'autres plateformes. Je précise que si on souhaite interagir avec moi d'un point de vue professionnel, alors je suis moins sur le placement de produits physiques, hein. J'amorce sur c'est plus de l'intermédiation, donc je ne parle pas de produits immobiliers, mais toujours est-il. Pardonnez-moi, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne votre activité, le modèle économique? Alors, mon modèle économique, en fait, moi j'ai une société à côté, mon métier c'est de m'occuper des grands patrons de l'immobilier dans le monde, sur l'incarnation, l'influence, la vision, les valeurs. C'est comment vont-ils communiquer de manière déontologique. Et on a amorcé le débat sur ce sujet. Nous, on a un code de déontologie dans l'IMO, comme dans les professions juridiques ou les professions médicales. Arrivant de ce milieu, il était bien évident que j'avais cette obligation de l'appliquer et je n'imagine même pas ne pas l'appliquer. Interagissant sur différents... Concrètement, vous êtes une spécialiste de l'immobilier, vous connaissez ça par cœur. Aujourd'hui, vous donnez des conseils, vous parlez de l'immobilier. Qui vous paye, comment on vous paye, qu'est-ce que vous vendez entre guillemets, et quels sont les garde-fous que vous avez. Donc on a bien compris que vous avez une RCP. J'imagine si vous avez une activité d'intermédiation, vous connaissez la loi Hoguet, vous avez une carte professionnelle sûrement. Alors non, parce que je ne suis pas agent immobilier. C'est moi j'étais dans les équipes corporate de direction, mais je n'étais pas agent immobilier. Alors comment fonctionne votre activité? Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous paye pourquoi?
Alors, c'est du consulting. C'est par exemple, on va prendre notre licorne française IAD. Ils viennent me demander s'il y a possibilité, parce qu'ils ont aimé un contenu qui est normalement sur de l'information, puisqu'en France, les Français ont cette appétence, en tout cas quand ils sont sur les médias sociaux, d'apprendre quelque chose par les posts. Ils vont me demander de venir les accompagner sur leur arrivée aux États-Unis. C'est le cas en ce moment, vous voyez. Donc, votre notoriété en tant que chroniqueuse de l'immobilier ou spécialiste de l'immobilier vous permet de vendre des prestations de consulting ou de coaching. Exactement, consulting. D'accord. Consulting. Donc, vous n'êtes pas dans le modèle économique de l'influenceur ou de l'influenceuse qui est payé pour, je vais prendre un exemple, pour dire que Century 21, c'est beaucoup mieux que IAD. Alors, moi, je refuse de le faire. Parce que voilà. Dans le code de déontologie, en fait, immobilier, il y a également des articles du code de la consommation. Et je n'ai pas le droit d'être jugée partie. Par contre, et là, c'est mon libre arbitre, et ce sont des personnes avec qui moi je travaille depuis des années, il m'arrive, mais je refuse quand même de manière générale, de faire de temps en temps ce qu'on appelle un poste qui est payé. Et là, il y a la notification sponsoring, mais sur de la compétence, et parce que nous travaillons ensemble depuis des années. C'est plus des focus sur les mentors immobiliers mondiaux et français, mais hors de question de mettre une marque en avant. C'est-à-dire que s'il y a si Century ou Compass me demandaient un encart complet chez moi, c'est non, parce que je vais perdre de ma neutralité. Or, mon code de déontologie en France m'oblige à être neutre. Bah, vous voyez, Julie, vous n'avez qu'à demander à Jean-Guillaume et puis il vous fait la publicité en 1 seconde. Parce que là, exactement. Non, mais pas du tout. Non, mais c'est intéressant. Vous êtes sur le modèle qui n'est pas le modèle, j'ai envie de dire, qu'on incrimine là, à savoir à Rennes, 3 pièces, 160 mètres carrés, 235 000 € à vendre. Je suis payé, c'est du schmoll immobilier pour en parler. C'est-à-dire que vous vous servez d'une notoriété pour gagner votre vie par ailleurs. Exactement. Je refuse. Ça me semble beaucoup plus sain. Ça me semble beaucoup plus sain. Parce qu'il y a un jour, vous allez dire que Century 21, c'est le meilleur, et l'année d'après, vous direz que Century 21, c'est le moins bon, parce que vous aurez été payé par son concurrent. Donc, on est d'accord qu'il y a une neutralité qui est impossible. Oui, et puis c'est pas crédible. C'est-à-dire que on a cette problématique nous, dans la publicité immobilière. Je sais qu'il y a certains membres du panel aujourd'hui qui luttent contre les arnaques. Quand vous voyez par exemple dans les agences immobilières, on va prendre Plaza, Century et consorts, tout le monde paye en fait une société de com et de marketing pour mettre sur leur vitrine je suis l'agence préférée des Français ou la marque préférée des Français. Ça, ce sont des pratiques que nous connaissons nous dans l'immobilier. Moi, je me refuse parce que je pense que c'est prendre les Français pour des cons, vous m'excuserez du terme. Ils sont quand même assez intelligents de se dire c'est pas normal qu'il y ait d'un côté cette société qui soit numéro 1 sur tel ou tel critère. Il n'y a jamais les astérix, c'est sur toutes les vitrines. Donc, je voulais lutter contre ça, moi, quand j'ai commencé à parler de mon job, et je me refuse à mettre en place ces mêmes pratiques. Quand il y a eu le prix de l'influence immobilière que j'ai lancé, j'ai appelé au vote. Hors de question de dire parce que ce sont des amis X ou Y et que vous soyez sur mes pages. Ça, c'est non. Alors, je sais que Stéphane Vogetta veut intervenir et Magali Berda aussi. Donc, Stéphane, si vous voulez vous exprimer, justement. Juste une seconde pour rebondir un peu sur la question de madame. Et j'aurais volontiers demandé à la RPP de nous expliquer un peu comme exemple de ce qui peut être fait au niveau du secteur en termes d'autorégulation et de garantie, on va dire, de la qualité des contenus et de la on va dire de la performance et de l'adéquation de ce que font les influenceurs. Que la RPP puisse nous parler du certificat de l'influence responsable, qui est quelque chose dont on a pu parler à Bercy et qui pourrait devenir quelque part un modèle ou une inspiration pour ce qui pourrait être fait par le secteur. Magali, vous aussi, donc on parlait évidemment du rôle des influenceurs, on parlait évidemment de ce que vous comptez apporter. Alors, si vous pouvez un petit peu préciser justement la formation, parce qu'on était là-dessus tout à l'heure. Ce que nous, on va apporter, c'est déjà une application pour informer les influenceurs
par exemple, des suspicions de fraude, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, parce que Internet va vite, et on l'a vu, il y a eu le dropshipping, après il y a eu les paris sportifs, après il y a eu comment ça s'appelle, les NFT, après il y a eu les CPF. En fait, j'ai l'impression que sur Internet, il y aura toujours quelque chose parce que encore une fois, c'est une zone de non-droit qu'on peut gérer à l'autre bout du monde. Donc, il y a plein de gens mal intentionnés qui créent des choses. Et je pense que les influenceurs, il faut les alerter rapidement pour éviter la casse et pour vraiment faire attention à tout. Donc déjà, sur cette application, on va les informer des suspicions de fraude. On va aussi leur faire des newsletters pour leur rappeler les obligations, les devoirs qu'ils ont, les responsabilités qu'ils ont. On va aussi leur faire voilà, comme une formation en continu, en fait. Et je pense que c'est important. Pourquoi une application? C'est parce que c'est un peu le 2.0, c'est leur domaine, et on sait que ça va aller vite, au moins ils auront les informations tout de suite. Après, on va aussi leur apporter un encadrement juridique. On va essayer de les accompagner. Nous, on n'est pas là pour juger les gens. Moi, j'estime que la fédération est là pour les accompagner et les aider à structurer tout ça. Après, il y aura forcément les bons et les mauvais élèves, ceux qui ont envie surtout et ceux qui n'ont pas envie. Il y a ceux qui ont envie de faire les choses correctement, qui le prouveront par leurs actions et par par les actes. Et puis, il y a ceux qui, malgré tout ça, continueront à faire des actions qui ne sont pas normales. Et donc, ces gens-là seront sanctionnés et il y aura un rapport qui sera établi parce que je pense que la participation des plateformes est importante et que les plateformes doivent travailler main dans la main avec les différentes fédérations en fait, il y a un trop gros décalage entre les plateformes et nous aujourd'hui et voilà, il y a une prise de conscience à avoir de tout le monde, pas que des influenceurs, il y a une prise de conscience à avoir des politiques, des influenceurs, des plateformes. Tout le monde doit mettre un peu la main à la pâte pour essayer de structurer tout ça. Alors, Stéphane Vogetta, Stéphane Martin est en ligne, donc pourra vous écouter, vous pourrez poser la question, donc de la RPP. Et en même temps, on a fait un sondage. Stéphane, je pense que ça va vous faire plaisir parce que l'ensemble des votants se sont tous exprimés favorablement par rapport à une nouvelle loi. Effectivement, c'est logique parce que on le sent bien, on répond à une attente populaire et une frustration qui est exprimée par beaucoup d'observateurs et une partie de l'audience de l'influence, mais aussi par le monde de l'affluence qui, dans sa grande majorité, exerce et tente de faire son métier d'une forme correcte, vertueuse, responsable, et qui malheureusement se voit trop régulièrement impacté en termes d'image et contaminé par quelques rares personnes ou qui malheureusement nuisent à la réputation de l'ensemble du secteur. Donc on mesure bien l'attente qui existe vis-à-vis de cette loi et notre objectif c'est vraiment de faire quelque chose qui réponde à l'attente générale et qui permette à la grande majorité des influenceurs de reprendre la main sur leur image. Donc, et pour revenir sur ma question à la RPP, moi je proposais à la RPP, donc à Stéphane Martin, oui, pardon, excusez-moi, de nous parler en mode d'exemple d'autorégulation et de ce que peut faire le secteur pour s'améliorer, pour améliorer les outils mis à disposition des influenceurs. Nous parler en mode d'exemple du certificat de l'influence responsable de la RPP, de comment cela fonctionne et comment cela pourrait structurer un peu mieux le secteur. Oui, pardon, excusez-moi, il fallait que je me déconnecte, mais c'est bon. Merci, monsieur le député. Rappelons dans l'enchaînement de ce qu'a rappelé donc l'observation que l'on fait, c'est bien à partir de l'observation de milliers, de dizaines de milliers de postes, les 40 000 dont a parlé Mohamed Mansouri, que la profession réunit. Donc, quand on parle de profession, il faut évidemment inclure l'ensemble des parties prenantes, des annonceurs, des agences, des plateformes, dans un comité de suivi, ont décidé de mener une formation, mais évidemment en option, c'est-à-dire au sens où il y a plusieurs versions tout au long de l'année qui sont mises en ligne, qui sont enrichies, soit d'options bien sûr sectorielles. Il y en a une qui existe sur les jeux d'argent, il y en a une qui va bientôt sortir sur tous les sujets financiers. Tout ça se fait en co-construction avec les autorités avec qui nous avons une convention de partenariat, donc l'Autorité nationale des jeux, l'Autorité des marchés financiers. Et donc, ce certificat est pour l'instant, il est transparent. Vous avez sur le site de l'ARP plus de 500 influenceurs certifiés
Mais au-delà du parcours de formation qui est finalement nécessaire et de bon sens, il y a évidemment l'observation ensuite de la bonne application de ces pratiques. Et donc évidemment, les certifiés sont observés de la même manière sur leur poste. Donc il y a prévention et ensuite il y a accompagnement qui peut conduire évidemment à un retrait de ce certificat. Alors ce certificat, il est de plus en plus pris en compte aussi bien sûr par finalement les donneurs d'ordre, qui sont les annonceurs, leurs agences. Certains grands annonceurs ont annoncé d'ailleurs ne travailler plus qu'avec des influenceurs ayant ce certificat, dont ils ont l'assurance que l'on continue d'observer leur posts, leurs publications, qu'on continue aussi de faire la pédagogie, de les accompagner, afin que les influenceurs, dont beaucoup originellement n'ont évidemment pas de culture juridique, ils ont la culture et leur talent d'avoir réussi, il faut quand même revenir à ça, d'avoir réussi à avoir bâti une communauté qui parfois est très importante. On a des exemples autour de cet audio, mais de ce grand principe d'avoir une communauté et donc une responsabilité grandissante. Il y a évidemment, dès qu'il y a collaboration commerciale, ce qui n'est pas le cas de tout le monde non plus, mais dès qu'il y a collaboration commerciale, l'idée étant d'avoir cette observation toujours interprofessionnelle, publiée, transparente, qui peut éventuellement conduire à ce que, dans des cas ultimes, bien sûr, le jury, dont on a parlé en introduction, cette instance indépendante puisse être saisie et rendre public, évidemment, d'éventuels manquements aux grands principes, au code de l'ARP, puisqu'il y a évidemment un code qui n'est pas que franco-français, mais puisqu'il s'appuie sur un code mondial, celui de la Chambre de commerce internationale. Donc voilà le dispositif, et ce qui nous permet dans cet observatoire, c'est de voir, notamment sur le critère qui était quand même très important, le critère déjà de la transparence de la collaboration commerciale, de voir qu'on peut observer, grâce à nos outils, quand nos influenceurs, ces créateurs de contenu sont certifiés, on peut observer justement ce qu'ils faisaient avant d'être certifiés et ce qu'ils font depuis qu'ils sont certifiés. Et là, on voit une très très forte amélioration, puisque le taux d'oubli, entre guillemets, de la transparence de la collaboration commerciale disparaît quasiment. Donc ça, c'est le développement complémentaire, bien sûr, puisque le cursus qui est en place est un cursus aussi, bien sûr, de rappel de toutes les règles légales qui s'appliquent, et y compris d'un sujet sur, par exemple, il y a un module sur le dérèglement climatique et publicité. Donc il y a aussi ce parcours couvre l'ensemble de la responsabilité sociale que tout professionnel doit avoir, en rajoutant le E, donc de la responsabilité sociale et environnementale. Merci Stéphane. Monsieur le député Stéphane Vogetta, est-ce que vous souhaitez justement, par rapport à ce que Stéphane Martin vient de nous donner, intervenir? Non, mais je pense que c'est un bon exemple de la manière de laquelle les choses peuvent être faites. On a également d'autres organisations représentatrices qui veulent représenter le secteur de l'influence, qui elles aussi se structurent, proposent des établissements de chartes de bonne conduite. Je pense que nous sommes vraiment en attente de certaines décisions de la part de Bercy en termes de favoriser certaines de ces choix, certaines de ces options, afin de permettre au secteur de structurer et de grandir d'une manière harmonieuse, on va dire. Et donc, à partir de là, je sais que vous avez encore de nombreux intervenants qui n'ont pas pris la parole, donc je m'en voudrais de monopoliser le... Non, mais on va conclure dans 5 minutes. Donc, si certains intervenants veulent prendre la parole. Alors, j'avais évoqué tout à l'heure aussi la possibilité, on devait avoir un intervenant de Dubaï, qui en l'occurrence est français de l'étranger. Malheureusement, a priori, la liaison a l'air très difficile avec Dubaï. Il faut savoir que Dubaï fait quand même un certain nombre de restrictions
très importantes aujourd'hui pour permettre de prendre la parole sur la voie sur IP quand on est des sites étrangers. Voilà, donc c'est peut-être finalement, dans l'absolu, c'est peut-être pas si mal, ça va peut-être laisser plus de place, en tout cas pour les sites français. Voilà, c'était juste une aparté, mais en tout cas, donc excusez notre intervenant qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous. Il s'agit en l'occurrence d'Hervé Ferrol. À moins qu'il nous entende, je ne sais pas. Alors j'ai Magali Berda qui m'envoie un petit mot en me disant j'ai quelque chose. Alors justement, Magali. Moi, je voulais demander quelque chose à monsieur Stéphane Martin, qui est donc président de la RPP. Qui est directeur général, oui. Je ne sais pas s'il m'entend. Oui, vous entend. On a été adhérent à la RPP depuis le début de la création de Sean Evans. On a eu des articles en disant qu'on était vraiment cohérent avec nos actions et les actions de la RPP. On a toujours valorisé les actions de la RPP. Il y a quelques mois en arrière, j'ai envoyé des messages pour... en fait, on voudrait rendre les certificats d'influence obligatoires dans tous les contrats des influenceurs avec qui on travaille. Et en fait, on n'a pas de réponse. C'est-à-dire que j'ai demandé à être contactée parce que nous, on peut ramener quand même plus d'une centaine d'influenceurs d'un coup sur cette formation. Et donc, c'est une organisation à mettre en place, mais quelque part, c'est quand même important. Et je n'ai pas de réponse. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut essayer de faciliter un peu les relations entre les agences et la RPP? Parce que c'est compliqué. En toute honnêteté, je n'arrive à joindre personne à ce sujet. Alors, parce que vous n'êtes peut-être n'êtes plus adhérente en tant que telle, je pense, mais on va regarder de toute manière le principe. Ce sont les influenceurs qui s'inscrivent, c'est pas les agences. Les influenceurs s'inscrivent directement, c'est transparent. Ils vont sur le site de l'ARP et ils s'inscrivent. Bien sûr, il y a une petite phase d'examen de leur pratique et de leur collaboration commerciale passée. Mais le principe, voilà, c'est que c'est directement les influenceurs qui s'inscrivent. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'avec le rôle des agences, justement, ça serait bien d'avoir une relation où les agences encourageraient les influenceurs à passer cette formation et je pense que ça serait... Ce qui est le cas, et on remercie évidemment toutes les agences qui incitent et qui travaillent et qui font le choix de ne travailler finalement ou de plus en plus qu'avec des influenceurs qui ont ce certificat. Donc, c'est le cas justement d'agences qui proposent, préconisent, incitent fortement leur pool, on va dire, de créateurs de contenu avec qui ils travaillent le plus. Donc, bien sûr, c'est la bienvenue aussi pour les vôtres, Magali, il n'y a pas de problème. Mais ils peuvent s'inscrire eux en direct, par contre. Génial, merci, c'est gentil. Voilà, je vous propose, il est presque l'heure. Merci. Magali, vous disiez quelque chose? Non. Non, je remercier. Je merci, c'est gentil. Bon. C'est tout. Ok. Bon, je vous propose peut-être, Stéphane, à moins que quelqu'un d'autre demande la parole, mais très, très rapidement, je crois qu'il y a Kumba qui demande la parole. Je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Kumba, on vous écoute. Oui, bonsoir. Alors, je voulais revenir sur la fédération que Madame Berda souhaite créer. Aujourd'hui, le problème, c'est que... On veut juste préciser qui vous êtes. Juste préciser qui vous êtes. Pardon, excusez-moi. Voilà. Kumba, je représente le collectif Stop Arnaque, un compte Instagram et Twitter qui a recensé énormément de plaintes de victimes de promotions frauduleuses. Aujourd'hui, ce qui ressort, c'est que plus personne n'a confiance au placement de produits. Alors, le placement de produits, c'est un super canal de communication. Et aujourd'hui, on a l'impression que ce canal a été dégradé. Le problème qui se pose, c'est que ces victimes ont notamment, vous n'êtes pas la seule, Madame Berda, à avoir fait des placements de produits, mais vous êtes, comme on le dit, la papesse de l'influence. Ces victimes, aujourd'hui, je me demande ce que votre fédération va apporter dans la mesure où ces victimes, lorsqu'elles ont été victimes d'un placement de produit, elles n'avaient personne vers qui se tourner, elles envoyaient des mails, elles essayaient de contacter les personnes et elles n'ont jamais eu de retour. Donc là, aujourd'hui, le système va être un peu plus encadré, certes, mais déjà, elle n'avait pas de retour lorsqu'elle s'adressait à votre agence. Que va changer votre fédération, en fait? Alors, il faut savoir que moi, déjà, l'agence, je l'ai vendue en 2000. Je ne sais pas si vous m'entendez, Kumba? Oui, vous m'entendez?
L'agence, moi, je l'ai vendue en 2018, d'accord. Donc, je suis restée en tant que directrice commerciale de cette agence jusqu'à il y a encore 2 mois. Donc, j'avais ma partie à gérer sur le plan commercial, mais je ne gérais pas tout au sein de l'agence puisqu'elle ne m'appartenait plus du tout. Donc, voilà. Après, j'étais un peu l'image parce que j'ai bien voulu le faire, effectivement, et il n'y a pas de souci là-dessus, de la boîte. Et j'ai aucun débat là-dessus. Mais il faut savoir que nous, en tout cas, quand on a eu une remontée de sites où, par exemple, les gens n'ont pas été livrés, ça nous est arrivé, par exemple, de créer nous-mêmes une adresse mail. Ça m'est arrivé moi-même sur mes réseaux sociaux personnellement de diffuser une adresse mail. On transférait, j'avais un employé exprès pour ça qui contactait les gens et qui ensuite contactait la marque. Et on a limité les retours. C'est-à-dire que nous, on a réussi quand même très rapidement. Il faut savoir que nous, le dropshipping, on y a mis un terme quasiment final en 2019. Alors, je dis quasiment final parce qu'on a continué à en faire peut-être 5%, mais ça représente vraiment une minorité de clients et c'est des clients qu'on a gardés parce qu'on les connaît. Mais le dropshipping, on a vraiment pris conscience de l'ampleur des problèmes très rapidement et on a fait un tri. Après, le problème qu'il y a, c'est que sur Internet, vous ne voyez pas non plus quand les placements de produits sont liés à l'agence. Moi, ça m'arrivait de recevoir des mails, personnellement, de placements de produits qui ne nous concernaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, malheureusement, les gens pensent que, comme vous le dites, je suis connue, je suis responsable de l'ensemble des placements de produits. Mais je vous assure que j'ai reçu énormément de messages sur des placements de produits qui ne concernaient même pas mon agence, même pas mes influenceurs. Donc, ceux-là, malheureusement, je ne peux pas les aider parce que je ne peux pas les aider. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que l'objectif aujourd'hui, c'est de mettre des règles en place pour que la profession soit la plus propre possible. Et pour que ce soit propre, il faut que tout le monde ait les mêmes règles et qu'elles soient applicables à tous. Parce que ce n'est pas moi qui peux réguler un milieu et c'est pas moi qui peux non plus endosser la responsabilité de l'ensemble des influenceurs et de l'ensemble des agents. Voilà. Maintenant, c'est exactement pour ça que j'avais contacté. Parce que je m'en suis pris un peu plein la tête pendant longtemps et j'avais demandé à ce qu'il y ait si on pouvait mettre des règles en place. Donc, je suis très contente qu'aujourd'hui, ce soit d'actualité. Mais moi, je l'avais demandé déjà depuis 2021. Donc j'entends ce que vous dites. Mais c'est pas lever un matin en disant bah tiens je vais ouvrir un site et je vais arnaquer les gens. Nous on est une agence de communication, donc vous pouvez pas remettre toute la responsabilité de tout un milieu sur une personne. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Après, pour que ce soit encore plus fluide, il faut donc mettre des règles en place, qu'elles soient applicables à tous, que les gens qui ne l'appliquent pas soient sanctionnés. Comme ça, au moins, les responsables et les vrais responsables seront jugés et endosseront la responsabilité. Et voilà, il faut être beaucoup plus vigilant et beaucoup plus strict. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou si ça vous convient comme réponse. Oui, vous avez répondu à mes questions, mais je voudrais juste revenir sur les adresses mail que vous avez mis en place, justement. Les victimes n'ont pas eu de retour. On a énormément de victimes qui n'ont pas eu de retour. On a fait un fichier et c'est ça le problème, en fait. Donc aujourd'hui, elles n'ont plus confiance. Excusez-moi, victime de quel site, de quel influenceur, passé par agence ou pas? Ça, vous n'avez pas le détail. Moi, je vous explique. Quand un lanceur d'alerte m'a contacté pour avoir des informations, j'ai toujours répondu. Quand ça nous concerne... Vous ne nous avez jamais répondu. Mais madame, excusez-moi, je vous rencontre pour la première fois aujourd'hui. Moi, il y a 2 ans, j'ai toujours parlé en toute franchise, avec beaucoup de correction et de respect, car tous les gens qui sont venus me voir avec du respect, j'ai toujours répondu avec du respect. Voilà. Après, vous savez, dans une position qui est délicate, parce qu'on me fait porter le chapeau de beaucoup de choses, et encore une fois, je ne sais même pas de qui vous parlez. Moi, en tout cas, ce que je vous propose peut-être, c'est peut-être par la suite, c'est d'échanger vos coordonnées et hors antenne, je pense que ce sera beaucoup plus simple que vous puissiez effectivement prendre contact et ne serait-ce que vous rencontrer parce que je pense que ce sera beaucoup plus simple. Alors, pour conclure... Excusez-moi 2 secondes. Les lanceurs d'alerte, comme Signal Arnaque par exemple, on ne s'est jamais parlé à part aujourd'hui. Moi, je compte et j'aimerais avancer et travailler avec ces gens-là qui sont des gens passionnés et qui sont très utiles. Les vrais lanceurs d'alerte sont très utiles à notre profession parce qu'ils ont l'œil sur plein de choses. Un milieu qui est tellement vaste, il faut être plusieurs en fait pour être plus réactif, plus rapidement. Voilà.
Juste une petite remarque, c'est quand même une constante, pardon, le mépris total dans le commerce internet, le mépris total du client. Essayez d'envoyer un mail à Facebook ou à Amazon. Oui, essayez d'avoir un numéro de téléphone ou une adresse. Donc, tant qu'on n'aura pas déjoué ce mépris complet du client, essayez de vous faire rembourser un billet d'avion. Donc, il y a un moment, moi je pense qu'il y a deux choses qui sont très importantes qu'on n'a pas évoquées. Il faut quand même que les gens, pardonnez Thierry, arrêtent d'être cons. Comment vous pouvez penser que Nabila peut vous vendre des placements financiers? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un pour penser que Nabila est un bon conseil en placement financier? Premièrement, et deuxièmement, c'est la faute des gens qui. Pardon? C'est pas une question de faute. C'est pas une question de faute. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est une question d'éducation. C'est un discours que j'entends depuis trop longtemps et oui, de je trouve voir qu'il les faut fraudeurs pas. qui ne sont pas arrêtés, voir les fraudeurs qui ne sont pas arrêtés et que la conclusion c'est la faute des victimes. Pour moi, c'est insupportable d'écouter aujourd'hui. Voilà, je vous le dis. Non, je ne parle pas de faute. Je ne parle pas de faute. Mais le niveau d'éducation des gens est quand même d'une faiblesse rare. Je pense que c'est le principal problème vient de là. Alors je dis pas que c'est de leur faute, ce sont des victimes, on est tous d'accord. Mais ça me semble quelque chose de lunaire quand même tout ça. Comment faire confiance à des gens juste parce qu'ils font des vidéos? Je crois qu'en tout cas, c'est lunaire parce que c'est nouveau pour vous, si je peux me permettre. C'est pour ça. Ça vous paraît lunaire parce que c'est. Je me permets d'intervenir. Excusez-moi, je suis Djilali, je suis spécialiste en digital marketing. Et je pense que le débat, déjà merci à tous d'être intervenus et d'assister à ce débat. Je pense que le débat ce soir est à chacun à nos responsabilités et de faire évoluer ce qui va se passer dans le métier de l'influence pour demain. On n'est pas là ici pour incriminer Nabila, on n'est pas là ici pour incriminer ou faire porter le chapeau comme on a voulu le faire dernièrement envers les médias à Magali Berda. D'ailleurs, j'en suis vraiment navrée pour vous parce que vous avez vraiment subi cyberharcèlement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut évaluer l'ampleur du marketing d'influence. Et ça ne se limite pas seulement aux influenceurs et à Nabila. On parle des marques internationales telles que les marques de luxe, les marques de vêtements et toutes les marques possibles. Aujourd'hui, c'est un nouveau moyen de communication. C'est pas Lancôme ou je ne sais qui monte des arnaques. Il ne faut pas incriminer Nabila parce qu'il y a eu un exemple en 2019. Non, je m'en fous de Nabila, je connais pas d'autres. J'en connais pas d'autres. C'est pour ça, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je les connais pas, les influenceurs. Comme les dérives, on ne peut pas les faire porter le chapeau à Magali Berda sous prétexte qu'elle a lancé la première agence. Moi, je ne fais porter le chapeau à personne, mais quand il y a qui touche de l'argent, il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité supérieure quand on a un c'est pour ça qu'il faut touche de l'argent. Ok, je crois qu'on a bien compris. Moi, je vais passer la parole. Alors, j'ai juste une dernière personne qui demande la parole et ensuite, je vais demander à notre député de bien vouloir résumer et conclure parce qu'on le rappelle, parce que la loi est en cours actuellement et va bientôt passer devant le Parlement. Je crois que c'est fin mars. Gérard Leneveu, je crois que vous demandiez la parole. Oui, un mot très rapide, c'est que avec tout ce que je vous interromps juste une seconde. Tout à l'heure, les gens m'ont posé la question en disant qu'ils n'ont pas bien entendu parce qu'il y avait un problème de micro. Donc, vous avez été administrateur du Club des annonceurs. C'est ça, j'étais administrateur du Club des annonceurs et je suis un directeur associé d'une société qui s'appelle Affinity Concept qui développe des solutions de protection pour les consommateurs. On n'est pas là pour faire la pub aujourd'hui. Oubliez le nom, mais sachez en tout cas qu'on contribue à protéger le consommateur, notamment dans ses relations avec les marques. Et le seul mot que je voulais dire par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est qu'il existe déjà des solutions justement pour accompagner les victimes, pour les aider dans les démarches et pour ne pas les trouver abandonnés dans ces situations-là. Et je pense que avec le projet qui est là, qui va permettre de réguler une activité et qui peut aussi amener à ce qu'il y ait des obligations, justement pour obliger ces différents intervenants à protéger les gens avec qui ils sont en relation pour leur permettre effectivement d'avoir des solutions lorsqu'ils sont dans des difficultés où ils ne reçoivent pas les produits, où ils ont un litige, etc. Et donc pour vous dire que dans tout ce que j'ai entendu là ce soir, il y a des choses existantes aujourd'hui qui peuvent permettre de régler assez rapidement un certain nombre de problèmes et qui peuvent être utilisées. Je pense qu'il faut y penser aussi parce que les problématiques qu'on vient de voir là sont des problématiques qui ont déjà été prises en compte pour un certain nombre par les assureurs et qui peuvent être utilisés de façon extrêmement simple, indépendamment de toute la recherche qu'on vient d'évoquer.
Merci beaucoup, Stéphane Vogetta. Je vous laisse la conclusion. Oui, bah écoutez, merci Thierry, merci French Radio, merci BitJuicy, merci à tous ceux qui ont participé à ce débat qui, je pense, a été intéressant. Il y a une diversité de points de vue et de perspectives. Moi, simplement rappeler que quand on est législateur, on élabore une loi qui impactera le futur, qui n'est pas rétroactive. Donc cette loi, c'est pas la loi Nabila, c'est pas une loi qui vise quelqu'un en particulier, c'est une loi qui a pour objectif de clarifier et de compléter la loi actuelle. C'est une loi qui a pour objectif de cadrer juridiquement un secteur qui est important et qui sera de plus en plus important, que l'on le veuille ou pas, que l'on l'aime ou pas. L'influence est là, elle restera, elle fonctionne sur des mécanismes psychologiques qui sont avérés et qui continueront à être la règle. Et donc, c'est notre rôle à nous, parlementaires, de s'attacher à ce que la loi réponde au mieux aux défis du monde tel qu'il est. Et le monde tel qu'il est, il accorde une large place à l'influence et il nous faut nous assurer que cette influence s'exerce d'une manière la plus responsable possible et la mieux encadrée possible. Et pourquoi? Parce que on doit protéger les consommateurs, on doit protéger les victimes des arnaques et on doit protéger aussi plus largement nos jeunes. Et je ne voulais pas finir sans ce débat sans mentionner une des dernières mesures qui vient dans ce texte et qui parle et là, pour rebondir un peu sur ce que Jean-Guillaume a dit d'une manière un peu provocatrice, mais de l'éducation nécessaire des utilisateurs et des audiences des réseaux sociaux. Et nous, ce que l'on veut aussi, c'est mieux former nos jeunes, notre jeunesse et donc nos futurs consommateurs à appréhender l'impact de l'influence en ligne. Et c'est pour ça que l'on demandera notamment que le passeport Internet, qui est un outil de formation dans le cadre scolaire, eh bien, incorpore le plus rapidement possible un chapitre sur les mécaniques de l'influence numérique et comment savoir gérer et se protéger parfois de cette influence. Donc, comme vous le voyez, c'est un texte qui est évolutif, qui n'est pas encore complètement atterri, sur lequel on travaille la main dans la main avec Bercy, un texte transpartisan sur lequel je travaille avec les oppositions, donc sur lequel il n'y a pas d'idéologie, mais sur lequel, avec toute la bonne volonté du monde, on va essayer d'apporter des réponses à des problèmes réels et essayer d'aider un secteur à grandir. Merci beaucoup Stéphane Vogetta. Donc la future loi Vogetta de la Porte qui devrait être... Elle va rentrer quand normalement cette loi? Alors, on va la voter en principe, en tout cas elle passera en hémicycle le 28 ou le 29 mars. Ensuite, Bercy s'est engagé à nous faire bénéficier d'une procédure accélérée. Donc on espère qu'elle puisse être promulguée autour du 1er juillet. Hein, c'est des scénarios optimistes. Et qu'à partir de là, il y aura quelques décrets d'application qui devront être publiés. Et on espère là encore avoir le soutien de Bercy pour s'assurer que le plus rapidement possible, les décrets d'application puissent être publiés et que dès la rentrée 2023, septembre 2023, on puisse avoir quelque chose qui soit en place et qui soit efficace. Bon, en tout cas, merci beaucoup Stéphane Vogetta pour avoir accepté de venir prendre la parole sur une toute nouvelle plateforme française, on le précise, BitJuicy, voilà. On a encore les peintres qui sont tous les jours à la maison, donc on essaye de réparer au fur et à mesure. On s'excuse un petit peu des petits problèmes de jeunesse qu'on a vécu. En l'occurrence, mon image qui revient un peu trop fréquemment, à mon goût. Mais en tout cas, merci à chacun d'entre vous pour être intervenu. Stéphane Martin, je ne vous rappelle pas tous les noms, Magali Berda. Merci à nos influenceurs. L'un d'entre eux, d'ailleurs, n'a pas pris la parole, Kevin, mais en tout cas, on a été ravis qu'il soit parmi nous. Merci à Jean-Baptiste Bassot. Merci à tous. Merci aussi à Summer, voilà, qui nous a donné un peu le point de vue étudiant. J'espère que cette loi, justement, que des réunions comme celle-ci permettront de vous apporter peut-être, Stéphane, du grain à moudre et de permettre peut-être de compléter peut-être cette loi avec les différents acteurs qui étaient ici présents et qui peut-être pourront aussi vous rencontrer ou en tout cas amener à avoir de nouvelles réflexions afin que cette loi ne soit pas uniquement répressive, mais soit justement, comme l'a si bien dit tout à l'heure Antoine Blanchy, qu'on puisse effectivement promouvoir ce monde de l'entreprise parce qu'on en a bien besoin en France. La French Radio, Portugal.